Bonjour à tous, je vais vous présenter la restitution de mon diagnostic agraire que j'ai effectué à la CCVD de mars à octobre 2022. Donc premièrement, je vais vous présenter ce que c'est qu'un diagnostic agraire. Donc l'objectif d'un tel diagnostic est d'expliquer l'évolution de l'agriculture d'une petite région agricole au cours de l'histoire et aussi de modéliser les systèmes de production qui existent à l'heure actuelle pour discuter de leur évolution future. Et donc en gros, c'est comprendre la situation agricole de la zone aujourd'hui et comprendre son évolution. Donc la méthode pour faire cela repose sur 3 points. Premièrement, une analyse de paysage qui va permettre de différencier différentes sous-zones et de comprendre les potentialités agricoles de chacune des sous-zones au sein de la région d'étude. Donc ça va reposer sur de la lecture de cartes, observation sur le terrain et compréhension aussi de la géologie et du réseau hydrique. Ensuite, il y a une analyse historique qui a lieu et ça, c'est basé sur des entretiens. Donc j'ai réalisé 28 enquêtes auprès d'agriculteurs et d'agricultrices retraités qui m'ont permis de comprendre l'évolution des systèmes de production dans les différentes sous-zones au cours de l'histoire. Et ça a commencé dans les années 40 à peu près, mon analyse. Et enfin, une analyse technico-économique où là, du coup, j'ai modélisé les systèmes de production qui existent à l'heure actuelle et j'en ai calculé les résultats économiques, mais je vais détailler ça plus tard. Ça repose sur 32 enquêtes, auprès d'agriculteurs et d'agricultrices en activité, sur 200 exploitations au total dans la région d'études, que j'ai choisie. Donc en introduction, vous voyez à gauche la carte de la CCVD et ma zone d'études, c'est la partie en violet, donc la partie, vallée de la Drôme avec, donc la vallée alluviale autour de la Drôme et les collines au nord et au sud. Donc les caractéristiques générales de cette zone et de cette région un peu, plus largement, c'est, son climat d'abord qui est subméditerranéen. Ça veut dire qu'il y a un déficit hydrique estival important, donc un manque d'eau en été. Une autre des caractéristiques, c'est que la rivière Drôme traverse, cette, région de part en part et ça va représenter un potentiel pour l'irrigation, mais la Drôme étant une rivière naturelle, il y a des variations importantes de débit qui vont quand même limiter les potentialités, d'irrigation. Et enfin, la zone est située juste à côté de la vallée du Rhône et de ses nombreux axes de communication, fluviaux, ferroviaires ou routiers et ça va jouer un rôle important dans l'histoire. Donc cette petite zone, en violet là, la vallée de la Drôme, une partie de la CCVD, compte 200 exploitations sur 8 000 hectares de SAU à peu près, ce qui fait des exploitations d'une quarantaine d'hectares en moyenne, ce qui est inférieur, bien inférieur aux 70 hectares moyens des exploitations, françaises. On va essayer de comprendre pourquoi ces petites exploitations ont pu se maintenir. Donc, j'ai dit la première étape, c'était l'analyse de paysage et ça m'a permis de, au sein de cette région, en violet qu'on a vu tout à l'heure, de définir des sous-zones qui sont, spécifiques. Donc 1re sous-zone que j'ai pu définir, c'est la plaine, qui correspond donc à la vallée alluviale de la Drôme. Ce sont des terres assez argileuses avec quelques veines de gravier et un relief très plat. Ensuite, au nord, on a les coteaux, d'Alex et de Montoison, qui sont des terres sableuses, sauf dans les fonds de vallée, avec des reliefs relativement doux de collines. Ensuite, il y a les collines mollassiques, qui là aussi ont des terres sableuses, mais des reliefs plus hauts. Enfin, les coteaux de Grane, La Roche-sur-Grane, qui ont des terres argileuses et un relief de collines hautes, similaire à celui des collines mollassiques. Mais cependant, les terres argileuses, comparées aux terres sableuses des 2 zones précédentes, vont permettre de mieux résister au déficit hydrique estival dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, dernière zone assez particulière, c'est celle de l'arrêt para-horrible, qui est en fait une dépression dans laquelle il y a des terres assez argileuses également. Et globalement, la dépression est assez plate et autour, on trouve des collines. Et une autre chose importante dans l'analyse de paysage, c'est l'impact, de l'irrigation sur le paysage. Et donc, il y a eu différentes étapes dans, l'accès à l'irrigation, au cours de l'histoire. Donc la plaine a été irriguée en premier, avec des canaux et puis par pompage dans les puits ou dans la Drôme. Le reste de la zone irriguée aujourd'hui l'a été à partir des années 80 avec la création des réseaux intercommunaux Alex-Montoison, Cré-Nord et Cré-Sud. Et enfin, le reste, c'est une zone, qui est sèche, globalement sans irrigation, sauf quelques retenues collinaires qui ont pu être construites, mais retenues privées, autour de la Répara. Donc maintenant qu'on a pu voir le paysage, de la zone, on va s'intéresser à l'analyse historique. Donc globalement, j'ai commencé après la Seconde Guerre mondiale et le système majoritaire dans la zone d'études, c'est, la polyculture polyélevage avec des vaches laitières, des chèvres, des brebis et également une basse-cour, avec beaucoup d'autoconsommation et une rotation luzerne, blé, orge, globalement dans toute la zone. Et selon les différentes sous-zones que j'ai identifiées tout à l'heure, on a plus ou moins d'affouragement
ou plus ou moins de pâturage. Puisque dans les zones où il y a un relief plus important, on trouve plus de bois, de landes et donc les animaux vont pas être à l'extérieur gardés par un berger. Les chargements, donc le nombre d'animaux par hectare va être différent aussi selon les potentialités de rendement, des prairies et du milieu et on a des exploitations de différentes tailles, évidemment selon les sous-zones aussi. Et dans ce contexte-là, on va avoir, l'avènement de la révolution agricole du XXe siècle avec une augmentation progressive des rendements et de la productivité qui va s'accompagner d'une diminution durable des prix, qu'on va voir juste après. Donc cette augmentation des rendements, elle est due à plusieurs choses, notamment la motomécanisation, donc l'arrivée des tracteurs, des engrais, des produits phytosanitaires, de la sélection génétique qui vont permettre, de densifier les semis, d'avoir des rendements plus importants et cetera et donc on va augmenter la production et et donc ici, on voit en orange l'augmentation des rendements et ça va s'accompagner, puisque c'est une augmentation de l'offre, par une baisse des prix, vu que la demande reste sensiblement la même et donc on a une baisse des prix, assez continue tout au long du XXe siècle. Et face à cette baisse des prix, les agriculteurs de la zone vont tenter de maintenir leurs revenus malgré cette baisse, avec les 4 ressources qui sont à leur disposition, que sont la terre, le travail, le capital et l'eau. Puisque ça, c'est un contexte général et dans la zone, on va voir, comment, ça va s'appliquer. Donc première possibilité pour, suivre, ce mouvement et maintenir le revenu malgré la baisse des prix, ça va être d'augmenter le rendement et la production animale, de suivre le mouvement général, en fait. Et donc ça va pouvoir être fait par l'adoption des engrais, des produits phytosanitaires et de nouvelles variétés et techniques culturales. Mais cependant, dans la zone, on a des limites du milieu, déjà par le déficit hydrique estival dont on parlait, qui va pas permettre d'avoir les mêmes rendements que dans la Beauce, par exemple. Et donc, on va pas pouvoir augmenter les rendements suffisamment pour maintenir le revenu. Il va falloir donc avoir, il va falloir, utiliser d'autres stratégies. Donc une autre stratégie, ça va pouvoir être d'augmenter la surface par personne, puisqu'ainsi on augmente la production par personne et donc le revenu est maintenu. Et ça va nécessiter des tracteurs et de la motomécanisation pour pouvoir faire une plus grande surface avec le même nombre de personnes. Mais déjà, ça va nécessiter d'avoir du capital pour pouvoir acheter ces tracteurs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et d'avoir accès à la terre aussi pour pouvoir s'agrandir. Et on va voir qu'il y a une limite un peu d'accès au foncier dans la zone puisque des petites exploitations vont réussir à se maintenir, par une autre stratégie qui est l'implantation de cultures et d'élevage à haute valeur ajoutée. Donc si on implante des cultures à un prix plus élevé, qui ont un prix et un rendement, enfin les 2 multipliés qui est plus élevé, on va pouvoir maintenir le revenu, quand même malgré cette baisse des prix. Et donc ça va être, possible selon par différentes stratégies au cours de l'histoire. Et donc là, je vais vous présenter un peu une généralisation de ce qui s'est passé dans la zone et ce qui existe encore aujourd'hui. Il y avait des stratégies dont je ne vais pas parler, mais donc globalement, ce qu'il en reste aujourd'hui de ces stratégies pour les cultures à haute valeur ajoutée. Donc là, on va parler des exploitations qui ont accès à l'eau. Et dans ce cas-là, on va avoir différentes possibilités selon la capacité d'investissement des exploitations. Donc, à faible capacité d'investissement, on va trouver, notamment les semences de maïs et de tournesol qui existent encore, beaucoup dans la zone et ça va commencer à peu près dans les années 80 avec, l'extension des réseaux d'irrigation dont on a parlé tout à l'heure, qui va sécuriser l'accès à l'eau et augmenter les surfaces irriguées. On va donc avoir ces productions de semences qui ont une valeur ajoutée un petit peu plus importante que, les cultures dites de consommation qui ne sont donc pas des semences. On va avoir aussi d'autres, stratégies dans la zone irriguée, comme par exemple, c'est un exemple assez minoritaire quand même, les pommes de terre, les légumes, industriels, la tomate aussi, il y a eu pendant l'histoire et cetera et l'ail bien sûr. Donc là, l'ail, nécessite beaucoup de capital et beaucoup de main-d'œuvre, en tout cas aujourd'hui. Dans l'histoire, ça a pu changer, mais aujourd'hui, c'est la culture qui demande le plus de capital et de main-d'œuvre, par hectare. Et donc ça depuis les années 70, ça se développe, dans la zone irriguée. Et on va voir donc que, ça va mener à des résultats économiques différents. Cependant, dans les années 97, le schéma d'aménagement de gestion de l'eau a été mis en place et des restrictions estivales, aussi face à la diminution du débit de la Drôme et à des ASEC même et donc on va voir que cette, possibilité d'irrigation, puisque toutes ces cultures sont irriguées, va limiter un peu les possibilités de cultures à haute valeur ajoutée dans la zone irriguée. Ensuite, dans la zone insecte, cette fois-ci, on va avoir des possibilités qui reposent globalement sur de l'élevage. Donc également des différentes capacités d'investissement selon les exploitations qui vont permettre des différentes possibilités. Donc en 83, la zone est intégrée à l'AOC Picodon, qui est un fromage de chèvre
Et donc ça va représenter une opportunité pour certaines exploitations d'implanter un élevage de chèvres laitières et de transformer le picodon ou de vendre le lait directement. Et donc ça demande relativement peu de capital comparé à d'autres systèmes et une main-d'œuvre, relativement importante quand même, mais pas de main-d'œuvre extérieure comme les systèmes qui sont en irrigué. Et ça va être possible seulement sur les endroits où les terres sont suffisamment argileuses. Donc ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était les coteaux de Grane et la Roche-sur-Grane et la Répare-Auricle, globalement. Ça va être plus compliqué de mettre ça en place dans les collines, sableuses sans irrigation puisque le déficit hydrique estival est plus marqué dans les sols sableux qui filtrent, l'eau. Une autre possibilité d'élevage à haute valeur ajoutée à mettre en place dans les zones sans irrigation, ça va être, l'élevage de volailles en intégration. Il y en a eu d'autres pendant l'histoire, le porc, ou les veaux, par exemple, en intégration, mais aujourd'hui, il reste globalement que, des poulaillers en intégration et donc ça va demander plus de capital que, les fromages de chèvre, puisque les poulaillers sont quand même assez coûteux et ça va permettre un revenu, de maintenir le revenu sans avoir d'eau sur des surfaces relativement faibles. Une autre chose qui va permettre d'augmenter un peu la valeur ajoutée et surtout de maintenir le revenu, ça va être de passer au bio puisque, surtout pour, les aides au bio, en fait, qui ont été mises en place. Donc sur ces dernières, décennies, on va avoir un développement important du bio, notamment dans les zones qui n'ont pas accès à l'irrigation puisque leurs possibilités sont, on l'a dit, très faibles. Notamment, celles qui ont des sols, qui n'ont pas une réserve utile suffisante, qui ne sont pas argileux et qui n'ont pas forcément assez de capital pour mettre en place beaucoup de poulaillers, ça va être une chose intéressante que de passer au bio. Donc en conclusion de cette analyse historique, on a en zone irriguée, globalement des cultures spécialisées à haute valeur ajoutée qui ont été mises en place et en zone sèche, on a, de l'élevage avicole hors sol, des élevages de chèvres et de l'agriculture, biologique. Sachant qu'il y en a aussi dans la zone irriguée, hein, dans l'agriculture biologique, des élevages avicoles et cetera, mais en moindre mesure. Ça, c'est une généralisation et donc dans ce contexte qu'on a décrit de baisse continue des prix, les agriculteurs ont pu maintenir leurs revenus grâce à ces différentes, stratégies. Et enfin, donc on va voir quelles exploitations vont être issues de cette évolution, historique et quel est l'état de l'agriculture actuellement dans, cette zone d'étude. Donc premièrement, je vais faire un petit point sur la méthodologie. Donc le but de la typologie que je vais, faire, ça va être de décrire la diversité des types actuels et de les modéliser. Donc à partir de leur fonctionnement technique, je vais pouvoir, déduire les résultats économiques en prenant donc par exemple, l'assolement, quelles cultures sont faites à quel endroit et cetera, avec quelle, fréquence, quelles sont les, charges, par exemple en intrants qui sont utilisés par chaque culture et tout ça, ça va me permettre d'avoir des résultats économiques. Donc un type, ce que j'appelle un type, c'est un ensemble d'exploitations qui ont accès à la même gamme de ressources, donc à peu près la même surface, le même nombre de saisonniers ou d'actifs familiaux et un capital, similaire. Et donc qui mettent aussi en place un système de production, par exemple, ça pourrait être, un type élevage de chèvres sur, de 10 à 20 hectares, qui a, tant de capital. Et donc ça, c'est une généralisation et je vais pas pouvoir décrire toute la diversité des exploitations de la zone et il y en a notamment que j'ai pas pu décrire, en détail. Mais bon, j'en ai modélisé, un certain nombre, 14. Et donc chaque type est ensuite localisé selon les zones dont on a parlé, donc la plaine, les collines et cetera et certains types se trouvent dans plusieurs zones. Donc on aura par exemple là le type 3, bon c'est juste un exemple théorique, mais il pourrait se trouver dans la zone A, la zone B. Donc c'est pas non plus un zonage très strict, ni une typologie très stricte, c'est juste pour avoir un ordre d'idée des résultats économiques. Donc comme j'ai dit, ça a été généralisé et puis, j'ai tenté aussi de pondérer en mettant lesquels sont minoritaires, majoritaires, et cetera. Donc dans les exploitations de la plaine, globalement, on a ces 4 systèmes de production qui ont été identifiés, avec un système avec de l'ail en bio, 2 systèmes en ail semences et ail consommation sur des surfaces plus importantes et un système qui fait uniquement, des semences, donc tout ça, c'est en rotation à chaque fois avec des grandes cultures. Donc là, il revient une seule fois tous les 5 ans sur la même parcelle, donc entre-temps, il y a soit des cultures de semences, de maïs de tournesol ou des cultures de consommation, donc qui ne sont pas des cultures de semences, de pareil maïs, tournesol, soja, sorgho et cetera. Voilà. Ensuite, dans les exploitations des collines qui sont donc au nord d'Alex et de Montoison, les collines assez douces, on a, pas mal d'exploitations qui font des légumes de plein champ, que ce soit en bio ou en conventionnel, avec notamment des pommes de terre, des plantes aromatiques aussi, dans cette zone-là.
Dans la zone des collines mollassiques qui se retrouvent au nord et au sud de la Drôme, heu, on a une partie de ces collines qui est irriguée et donc dans cette partie-là, on trouve notamment des gens qui font des semences en complément d'un poulailler en intégration ou d'autres qui font de l'ail sur une petite partie de leur surface qui est irriguée et des cultures, de consommation sur le reste. Hem, voilà et dans la partie en steak, on a globalement surtout des systèmes qui font des poules en intégration, que ce soit des poules pondeuses, notamment bio, ou alors des poulets en intégration, mais j'ai pas pu tout décrire. Donc là, en l'occurrence, je vais décrire le système poule pondeuse bio pour cette zone qui est non irriguée dans les collines, donc notamment à Autichamp. Ensuite, pour les 2 dernières, zones que sont Grane et les coteaux de Grane et la Roche-sur-Grane et la Réparorupt, qui ont donné terre argileuse, on l'a dit. C'est là qu'on va trouver, globalement les systèmes, qui font des fromages de chèvre. Donc on a les différents systèmes, donc certains qui font du fromage fermier sur une toute petite surface, sur une surface un peu plus grande, 50 à 60 hectares. D'autres qui vendent leur lait directement, qui ne le transforment pas sur place. Et enfin, un système assez particulier de uniquement grande culture, qui ne fait pas d'élevage. C'est le seul système à pas faire d'élevage dans la zone qui est non irriguée. Et dans ce cas, c'est sur 150 à 200 hectares, qui est donc une surface très importante. Et enfin, à la Répara Horrible, des systèmes, assez particuliers en ail bio qui se retrouvent aussi d'ailleurs dans les collines et hem et en plantes aromatiques, qui ont des retenues collinaires. Mais bon, c'est des systèmes assez particuliers. Et donc là, on va se demander quels sont les résultats économiques, de ces exploitations, de ces types d'exploitations. Donc là, encore un point méthodologique. Je vais vous présenter, comment, je vais calculer les résultats économiques de ces types. Donc déjà, l'objectif, c'est de calculer la richesse créée et ça va pas tout à fait être, les mêmes, indicateurs que les indicateurs, comptables dont vous avez l'habitude, comme, le BE, les marges et cetera. Mais je vais vous expliquer les indicateurs que j'utilise. Donc pour les prix, établi un système de prix à partir des enquêtes, plutôt le prix de 2020 avant le saut de l'inflation et les rendements sont moyennés par zone et selon l'accès à l'irrigation. Donc, premier indicateur, c'est le produit brut ou chiffre d'affaires, donc c'est simplement les rendements multipliés par les prix ou la production animale multipliée par les prix, auquel on enlève les consommations intermédiaires ou charges, c'est-à-dire, par exemple, les charges d'intrants, que ce soit des pesticides, ou des engrais, également les charges en énergie, électricité, tout ça et donc en enlevant ça, on obtient la valeur ajoutée brute et ça peut être calculé par culture, puisque je sais exactement, quelle part par exemple, des intrants est allouée à quelle culture. Ensuite, à ça, j'enlève les dépréciations du capital ou amortissement du capital, c'est-à-dire la valeur étalée sur leur durée d'utilisation des machines. Donc par exemple, un tracteur qui va être utilisé sur 10 ans et qui coûte, 100 000 €, on va diviser par 10 ans, c'est 100 000 € et donc là, après quand on enlève à la valeur ajoutée brute les dépréciations, on obtient la valeur ajoutée nette et cette fois-ci, étant donné qu'on ne peut pas allouer un tracteur à une culture, je ne vais pas pouvoir avoir la valeur ajoutée nette par culture, mais par type d'exploitation, donc sur le global, puisque le tracteur est utilisé sur toute l'exploitation, on va pouvoir, avoir la valeur ajoutée nette et là, en l'occurrence, je vais vous la présenter par hectare. Ensuite, à cette valeur ajoutée nette, on va enlever les salaires de la main-d'œuvre extérieure, le foncier et les intérêts. Ça, c'est ce qu'on appelle la répartition de la richesse. Et en fait, c'est ça qui diffère pas mal avec les indicateurs comptables, c'est que les salaires de la main-d'œuvre extérieure, que sont donc les salariés permanents ou les salariés saisonniers, ne va pas être compté comme une charge, mais va être compté après, puisque en fait, c'est aussi de la richesse créée. Alors que quand on utilise par exemple, un intrant, ça va être compté dans cette méthodologie différemment que d'employer quelqu'un. Puisqu'on va quand même, ça va faire partie de la création de richesse. Et donc ça, on va l'enlever à ce moment-là de la valeur ajoutée nette et obtenir le revenu agricole avant les subventions. Et ensuite, on va rajouter les subventions, enlever les impôts et on obtiendra le revenu agricole final. Et là, ce revenu va être représenté par actif familial puisque, on aura enlevé les salaires de la main-d'œuvre extérieure et cetera et donc on aura vraiment ce qui reste à la fin et ça, il faut garder en tête que c'est un salaire, théorique. C'est un revenu agricole théorique et ça ne va pas correspondre au salaire de l'exploitant puisqu'il va y avoir de l'investissement. Ce revenu va être réinvesti dans l'exploitation et cetera donc c'est pas tout à fait le salaire de l'exploitant. Mais ça va donner quand même un ordre d'idée. Donc, premièrement, je vais vous présenter les valeurs ajoutées brutes par culture. Donc c'est juste les
le chiffre d'affaires moins les charges. Donc là, en l'occurrence, sur le graphique, on voit en abscisse, on voit les différentes cultures qui sont mises en place et en ordonnée, on a la valeur ajoutée brute. Donc le total du orange plus du vert, ça donne la valeur ajoutée brute totale et en vert, on voit la part qui correspond au coût de la main-d'œuvre. Comme ça, on voit un petit peu les différences selon les cultures. Donc globalement, on voit que les 2 cultures qui ont la plus grande valeur ajoutée, ce sont les différents types d'ail, donc ail de consommation ou de semences. Mais ils ont des charges en main-d'œuvre différentes. Donc par exemple, l'ail de consommation a besoin de plus de main-d'œuvre, et donc ça va correspondre finalement à une valeur ajoutée brute moins le coût de la main-d'œuvre qui est faible. Ensuite, on a un groupe oignons, courges, pommes de terre, qui est un peu les cultures spécialisées, légumes de plein champ, qui se retrouvent un peu en une zone intermédiaire. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais en bleu, en tout en bleu, c'est les mètres cubes par hectare et par an en moyenne utilisés sur chaque culture pour l'irrigation. Certaines sont en sec, donc il n'y a pas de carré bleu. Et ensuite, on a donc le maïs semence et le tournesol semence qui se retrouvent en dessous de ces cultures spécialisées. Et ensuite, les cultures de consommation. Vous avez les valeurs ici, mais je ne vais pas avoir le temps de tout détailler. Voilà un petit peu pour les valeurs ajoutées brutes par culture. Ensuite, il va être possible pour les cultures irriguées, de diviser cette valeur ajoutée brute par le nombre de mètres cubes qui est utilisé pour la culture. Et ça va permettre de voir un petit peu comment les cultures utilisent l'irrigation et créent de la richesse avec l'irrigation. Donc on voit que à gauche, on a la valeur ajoutée brute que j'ai divisée par le nombre de mètres cubes tout simplement. Et on a à peu près le même ordre avec l'ail de consommation, l'ail de semence, les cultures spécialisées. Et par contre, là, le maïs semence et le tournesol semence se retrouvent un petit peu plus bas parce qu'ils ont un volume relativement important d'irrigation et une valeur ajoutée brute pas forcément suffisamment supérieure à celui, par exemple, du blé pour permettre d'être plus intéressant de ce point-là. Ici, à droite, on voit les différentes périodes d'irrigation des cultures, avec tout en haut le débit moyen de la Drôme en mètres cubes par seconde au cours de l'été, avec l'étiage maximal en août. Donc c'est là où le débit est le plus faible, c'est en août. Et là, on peut voir que les cultures qui sont irriguées pendant cette période assez critique, ce sont les cultures notamment de maïs de consommation, maïs semence, tournesol semence, sorgho et soja. Donc les cultures qui sont quand même un peu plus basses sur ce graphique. Alors que par contre, les cultures qui sont irriguées pendant le printemps où le débit est plus important, c'est plutôt les cultures spécialisées, donc ail, oignon, et pommes de terre et courges, c'est quand même un peu plus tôt que les cultures de céréales. Et donc ça va être aussi intéressant quand même pour les agriculteurs dans leur choix, puisque au moment de l'étiage estival maximal, avec les restrictions qui l'accompagnent, ça va être plus critique de choisir quelle culture on met dans son assolement pour avoir suffisamment d'eau et les mener à bien. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats économiques par type. Donc cette diapositive est très dense, mais je vais vous accompagner, ne vous inquiétez pas. Donc par type, on a dit que c'est sur une exploitation entière, donc avec toute la rotation, et donc on va calculer les résultats sur toute cette rotation-là, pas seulement sur une seule culture. Donc ici, sur ce graphique, on voit en abscisse les différents systèmes. Donc là, par exemple, le système 3, ail conso, c'est pas seulement une exploitation qui fait de l'ail de consommation, mais c'est sa culture de tête, on va dire, et il y a toute la rotation qui suit, etc. Et donc là, c'est les systèmes que je vous ai présentés par zone. Ensuite, en ordonnée, on a le produit brut par hectare, donc le chiffre d'affaires, auquel on enlève ici les consommations intermédiaires, qui sont en vert, et la dépréciation du capital en jaune, pour obtenir en orange la valeur ajoutée nette par hectare des différents systèmes. En bleu, ici, on voit le pourcentage irrigué, le pourcentage d'irrigation. Donc, par exemple, ici, l'ail de consommation, c'est irrigué à 80%, et d'autres ne sont pas irrigués du tout. En rouge, on a les exploitations qui ont de l'élevage hors sol, et en vert, des exploitations qui ont de l'élevage sur base fourragère, ou l'élevage de chèvres, globalement. Voilà un petit peu pour la description. Maintenant, je vais attirer votre attention sur quelques petits points là-dessus. Donc, premièrement, on peut voir que le pourcentage irrigué, globalement, est quand même permet d'avoir une valeur ajoutée importante. Donc, les 5 systèmes qui dégagent le plus de richesse sont globalement irrigués. Mais par contre, ce n'est pas la seule condition, puisqu'on a aussi des systèmes irrigués qui se retrouvent plus bas dans l'ordre des richesses, de la richesse créée. Donc, ce n'est pas une condition suffisante à dégager de la richesse d'avoir accès à l'irrigation. Ensuite, on peut voir que les charges, donc ce qui est en vert,
va pas mal influencer la richesse créée. Donc par exemple, on a des systèmes ici qui ont un chiffre d'affaires similaire, ces 2-là, mais l'un est plus, est moins utilisateur que ce soit d'intrants ou d'énergie et donc dégage une valeur ajoutée plus importante. Donc le produit brut, c'est pas tout. On peut voir aussi que, ici, les systèmes en vert qui sont les systèmes en fromage en chèvre, avec pas forcément du fromage. Donc le premier ici, fait son fromage sur la ferme et on peut voir qu'il dégage une richesse assez importante et qu'il a des charges très réduites puisqu'il est globalement assez autonome, en fourrage, en alimentation. Alors que le dernier système, par exemple le 12, qui fait également des chèvres, par hectare, a une richesse bien plus faible puisqu'il vend son lait directement. Et donc en fait, là, on peut voir que la transformation permet de dégager plus de valeur ajoutée sur une même surface. Donc ça va être intéressant pour les petites exploitations de mettre en place de la transformation. Donc voilà un petit peu pour, l'analyse, économique par type, mais on pourrait encore dire beaucoup de choses sur ce graphique et j'en dis plus, dans mon rapport. Donc maintenant, petit rappel pour, le dernier indicateur. Donc là, ce qu'on avait juste avant, c'était la valeur ajoutée nette, à laquelle on avait juste enlevé les charges et les amortissements du capital. Et maintenant, on va enlever le foncier, les salaires de la main-d'œuvre extérieure, les intérêts, et cetera, et obtenir le revenu agricole final qui va être représenté par actif familial sur l'ensemble de l'exploitation. Avant, c'était par hectare, maintenant, on va faire sur tout l'ensemble de l'exploitation. Voilà ce qu'on obtient. On a toujours les systèmes en bas avec le nombre d'hectares aussi que j'ai rajouté. Donc, par exemple, le premier système sur 130-150 hectares. Deuxième système, 70 à 90 hectares, etc. etc. Et en ordonnée, on a le revenu total avant la MSA avec en violet le revenu dégagé par l'exploitation et auquel on rajoute les subventions. Donc en orange, les subventions du premier pilier et en vert, les subventions du second pilier qui correspondent aux aides au maintien au bio, globalement. Et donc on peut voir différentes choses. Déjà, l'importance de la taille des exploitations dans les subventions qu'elles reçoivent. Donc, par exemple, le système 13 ici dégage un revenu négatif. Donc en fait, ça veut dire que in fine, quand on fait tous les calculs, le revenu est négatif et il est positif seulement parce qu'il y a suffisamment de subventions qui sont données et c'est parce que c'est une très grande surface, 150 à 200 hectares, et que les subventions sont proportionnelles à la surface. Donc déjà, ça c'est un point important. Et on a aussi des exploitations qui dégageaient pas mal de valeur par hectare, par exemple celle de la 10, là, l'exploitation en chèvre laitière en transformation à la ferme, mais qui est petite et donc qui reçoit peu de subventions et qui se retrouve plutôt vers la fin du panier alors qu'elle dégageait pas mal de revenus quand même par hectare. Donc voilà pour l'importance de la taille d'exploitation. On remarque aussi que globalement les systèmes en élevage se retrouvent sur des valeurs intermédiaires, que ce soit élevage hors sol ou laitier, donc sur des valeurs globalement intermédiaires et que l'eau a un impact aussi important, mais que c'est pas la seule chose importante puisqu'on peut voir que 2 systèmes qui sont irrigués au même niveau, donc typiquement le système 4 irrigué à 70 et le système 2 irrigué à 70 également, ont des revenus tout à fait différents, alors qu'ils sont sur une surface égale, 70 à 90 hectares. Et ça, c'est dû aux cultures qui sont mises en place, puisque le système 2 a de l'ail de semence qui a une valeur ajoutée très très importante, mais ils ont aussi beaucoup d'investissements en capital, etc. Et donc, le système numéro 4, qui a beaucoup moins de capital à disposition, ne peut pas mettre en place la culture d'ail et donc a une valeur ajoutée bien moindre vers la fin, alors qu'il est irrigué tout de même. Voilà un petit peu pour les commentaires à faire sur ces revenus. Encore une fois, il y a d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter ici et le reste est écrit dans le rapport. Donc en discussion de ce travail, ce qu'on peut conclure, c'est que globalement dans la zone, on a dit tout à l'heure que des petites exploitations avaient pu se maintenir en comparaison du reste de la France. Et ça, c'est grâce notamment à des cultures à haute valeur ajoutée, permises par l'eau, et des élevages à haute valeur ajoutée, qui sont notamment dus au fait qu'on est proche de la vallée du Rhône et que c'est facile d'exporter les animaux, d'importer l'aliment. Et donc, on a un élevage qui s'est pas mal développé. Donc, en sec, donc dans les zones non irriguées, on a une place très importante du hors-sol avicole, du bio aussi, et de l'élevage de chèvres laitières qui n'est pas hors-sol pour le coup. Mais donc face à cette conclusion-là, on peut
s'interroger sur par exemple, la hausse du coût de l'énergie qui renchérit énormément hem, les coûts les charges des élevages, puisqu'il faut les chauffer en hiver. On a aussi le renchérissement récent des bâtiments agricoles, puisque globalement, au cours de l'histoire, ces exploitations ont agrandi un petit peu leur surface pour maintenir le revenu et donc augmenter un peu le nombre de poulets ou de poules, par exploitation et face au renchérissement des bâtiments agricoles, ça pose question quant à la pérennité de ces systèmes. En termes sinon d'autres défis un petit peu à venir, il y a aussi, le problème du bio et du recul, de la demande, récente qui, pose question puisque c'est vraiment un, un des facteurs de maintien, dans la zone non irriguée, très, très important, le bio et donc ça pourrait être, un peu délicat dans les années à venir, si ce mouvement se poursuit. Cependant, on remarque aussi que les systèmes qui ont de la transformation, qui font de la vente directe, par exemple, sont beaucoup plus résilients à ce changement-là puisque la demande, locale reste, quand même assez forte. Donc ce sont des systèmes qui sont moins sensibles à ces variations-là, dans les zones non irriguées et enfin en irrigué, donc des systèmes qui reposent beaucoup sur les semences et les cultures spécialisées, qui sont irriguées à différents moments plus ou moins stratégiques, plus ou moins critiques. Là, on peut s'interroger sur, l'enjeu, climatique à venir et la limite de la ressource en eau, puisqu'avec l'augmentation des températures, le déficit hydrique estival ne fait que s'aggraver et donc ça va poser des questions sur la pérennité des systèmes qui, utilisent de l'eau, mais qui n'ont pas forcément la capacité d'investissement pour, faire des cultures à haute valeur ajoutée, avec cette eau-là et également la question de la main-d'œuvre puisque tous les systèmes, de semences ou de cultures spécialisées sont très gourmands en travail, en main-d'œuvre ce qui nécessite soit de l'investissement pour accueillir la main-d'œuvre ou les systèmes peuvent externaliser aussi le recrutement de la main-d'œuvre et font, face, ces dernières années à des difficultés de recrutement et donc ça aussi, ça pose question sur la pérennité des systèmes qui, ont de plus en plus de mal à recruter de la main-d'œuvre. Voilà un petit peu pour, les perspectives et les défis, qui attendent les différents, types d'exploitations que j'ai pu observer sur la zone. Donc merci beaucoup de votre attention et je tenais à remercier, chaleureusement les agriculteurs et les agricultrices qui ont répondu à mes questions, qui m'ont accueillie, chez eux. Merci beaucoup et merci aussi au service agriculture, de la CCVD. Merci, Élise, Hugues et Anaïs de votre accompagnement.